Vous m'entendez bien déjà? En haut, on m'entend en haut? C'est bon, parfait. Vous voyez bien à peu près l'écran, tout ça c'est bon aussi. Donc bienvenue, merci à tous d'être venus malgré un titre un peu peut-être étrange, vous êtes quand même restés, merci. Donc ce soir on va parler de Node.js et de 3 coquillages. Rapidement je me présente, je suis Nicolas Pennec, je suis développeur front-end chez OVH, c'est marqué dessus. Je suis aussi cofondateur avec des amis du Rennes.js, qui est un meet-up qui se déroule mensuellement à Rennes, et on réunit à peu près 80 personnes tous les mois. Le prochain, c'est jeudi. Et on est supporté par le Bracecamp en tant qu'association, donc merci à eux. Si vous avez des questions, ou même si vous voulez me suivre, c'est sur Twitter, Nico Pennec. Et sur le site web, je mettrai les slides aussi. Et j'ai déjà aussi les slides de mon talk de hier pour ceux que ça intéresse sur le typage JavaScript. Donc on est là aujourd'hui parce que j'aime un film qui s'appelle Demolition Man. Et l'idée de mon talk, c'est que je vais tout tourner mon talk autour d'une histoire inspirée du film Demolition Man. Mais pourquoi Demolition Man alors que le titre du Bracecamp, le sujet, c'est un petit peu Retour vers le futur? Parce que moi, je trouve que Demolition Man, c'est beaucoup plus futuriste comme film. Parce que dedans, ils ont prédit l'iPad, le RFID, les voitures Tesla qui sont autopilotées, et plein d'autres choses. Donc c'est pour moi un vrai film du futur. On va commencer par un résumé de l'histoire, qui était dans le résumé du talk si vous êtes venu ici. Donc le 3 décembre 2014, John Spartan, d'ailleurs c'est JS ses initiales comme par hasard, développeur JavaScript surnommé Migration Man, est cryogénisé à titre de punition pour passage par imprudence à IOJS 1.0, le nouveau fork dissident de Node.js 0.10. Ceci est une vraie histoire, attention. Avant d'être arrêté, bien sûr, il a eu le temps de committer un projet qu'il avait codé en ES5 rapidement sur GitHub. Et donc, il a été cryogénisé pour sa faute. Et en fait, petit placement produit. Il a été cryogénisé par On vous hiberne, Cryogénique Corp, qui l'offre. Il y a des promos en ce moment, allez-y. Donc, c'est les initiales de l'entreprise, ovh.com. Allez-y, il y a des promos. Donc, on est maintenant le 30 mars 2018, le 28, c'était le début du Bracecamp. On a finalement libéré John de sa prison de glace parce qu'il y avait une pénurie de développeurs dans l'Ouest, notamment dans JavaScript, où on en cherche beaucoup. On recrute, même chez On vous hiberne. Et donc, dès qu'on est arrivé, il s'est dit qu'une seule chose, moi je veux reprendre mon side project que j'avais mis de côté. Par contre, j'aimerais bien le passer dans les nouveaux technologies à la mode. Et a priori, il tombe sur Node 8 et tout le monde qui fait de l'ES6+, ES 2017, il ne comprend pas trop. Et nous, on va essayer de l'aider aujourd'hui à essayer de comprendre comment son vieux projet qui était en Node 10, NPM 3, en ES5, il n'y avait même pas de ESLint, comment il va pouvoir le reprendre aujourd'hui pour le mettre un petit peu au goût du jour avec les bonnes pratiques. Donc, on va commencer par lui concocter un petit peu une boîte à outils pour qu'il puisse commencer sa mission, la version 2018. Avant ça, on va un petit peu faire un petit regard sur Node.js. Alors, Node.js, tout le monde connaît, je suppose. Ici, tout le monde fait du JavaScript. Qui fait du JavaScript? C'est bon, tout le monde en fait. Donc, on était à l'époque, quand on l'a frisé, pas lui, enfin lui, son projet, enfin les deux. On était en 2014, donc on était en 0.10. Depuis, on a eu Node 4 qui est sorti. Le fork IOJS, finalement, est complètement tombé à l'eau et est revenu dans Node. On est sorti en version 4, 6, 7. Maintenant, on est en version 9. La 10 doit sortir bientôt. Et maintenant, le fonctionnement de Node.js est vraiment assez stable. On a un système de release qui est vraiment planifié avec un calendrier. Donc ici, on peut voir, actuellement, on est sur la version 8 LTS pour Long Term Support. C'est celle-là qui est supportée et maintenue pour les 18 prochains mois. Et là, on a le Node 10 qui va sortir à peu près au mois de mai 2018. Et il sera en version LTS à partir du mois d'octobre 2018. Donc si vous avez déjà un choix à faire, aujourd'hui en production, prenez du Node 8 et d'ici le mois d'octobre, vous pourrez sûrement passer à Node 10 en production. Les versions en chiffres impairs, elles, sont plus des versions, on va dire, orientées de développement, les personnes qui veulent tester les features avant qu'elles soient vraiment validées.
Et donc Node.js, lui, il se base sur le langage JavaScript. JavaScript qui est défini avec une norme qui est l'ECMAScript. Et l'ECMAScript, elle, est pareil, décidée sur son avancement de vie avec un comité qui s'appelle le TC39, qui fait partie de l'ECMA et qui va en fait s'occuper de standardiser et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc eux aussi maintenant ils ont un calendrier. Avant le JavaScript bougeait pas trop, mais depuis 2015 on a une release tous les ans au mois de juin. Donc maintenant tous les ans vous aurez des nouveautés. Il y aura moins de nouveautés qu'avant, mais à chaque fois ce sera des nouveautés qui auront été testées, validées par une communauté. Et par exemple ici on va vous montrer dans Node.js, donc là on a Node.js 8, Node.js 9. À l'intérieur, on a Chrome V8, qui est le moteur qui fait tourner Node.js. Par exemple, ici, en Node 8, on verra qu'on est sur un moteur V8 6.2 et qui supporte pas entièrement encore les dernières versions de ES 2017. Il y a encore des features qui ont été définies l'année dernière qui ne sont pas encore implémentées dans cette version. Alors que Node 9, lui, il est sur un V8 6.6 et lui, il est vraiment sur les dernières nouveautés, donc ES 2017, voire ES 2018 sur certaines fonctionnalités même. Et un petit truc que vous pouvez même voir, c'est que si vous regardez bien, le V8 6.6, en fait, ça correspond au Chromium Browser 66, qui est la dernière version en Canary, si je ne dis pas de bêtises, ou bêta de Chrome. À chaque fois, la version V8 correspond au numéro de Chrome Browser, en fait. Et si vous voulez, il y a un petit flag, vous pouvez mettre Harmony, ce que je mets en bas. En Node 8, ça permet d'activer des features un petit peu en avance si vous êtes chaud, mais bon, en production, je ne vous conseille pas. Et oui, c'est donc tous les 6 mois, tous les 6 semaines, pardon, V8 sort une nouvelle version. Et si vous avez un petit peu de mal à suivre, qu'est-ce qui sort, est-ce que votre version que vous avez sur votre plateforme supporte telle feature d'ECMAScript, il y a ce site web, NodeGreen, qui se base sur la table de Kangax, où dedans vous aurez toutes les features une par une, et ils vous diront, pour telle version de Node, est-ce qu'on supporte, oui ou non, cette feature. C'est une vraie source, une vraie mine d'informations pour bien démarrer. Si vraiment vous êtes allergique à Google, vous pouvez changer le moteur de Chrome, le moteur de Node, qui est Chrome V8. Vous pouvez remplacer par exemple Chakracore, qui est en fait le moteur de Microsoft, qui fait tourner notamment Edge. Et ils ont fait une version qu'on peut mettre dans Node à la place de Chrome. Et ils sont vraiment actifs sur le sujet, ils suivent, ils font beaucoup de choses là-dessus. Et Firefox aussi a sa version, qui s'appelle SpiderMonkey, mais elle est quasiment plus main nue depuis 3-4 mois, sûrement dû au passage à Quantum qui a changé d'architecture, donc je ne sais pas trop SpiderMonkey, ce qu'ils vont encore continuer à travailler dessus pour l'intégrer. Et si vous voulez faire Mumuse, le petit tips en bas, il y a une librairie qui s'appelle NVS, qui s'appelle donc pour Node Version Future. Switcher, c'est ça. Donc pour switcher de version à la demande si on veut. C'est pour les plus courageux qui sont motivés. Perso, je crois que sur Chrome V8, c'est quand même plus facile. Donc du coup, on va choisir nos armes pour notre ami John. Donc là, on va lui prendre quelque chose de vraiment robuste aujourd'hui. On ne fait pas de la hype, on prend de l'open source, il n'y a pas de JS fatigue, on reste prendre un truc très simple. On prend du Node 8 en mode LTS, la dernière version d'NPM, qui est la 5.8. On ne prend pas d'YARN, même si c'est un très très bon outil. On va rester sur du NPM de base. Il va coder en vanilla, pas de TypeScript, pas de Babel, quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin, pour l'instant. Et on va le faire développer sous Visual Studio Code, qui est gratuit, qui est un des meilleurs IDE pour faire du JavaScript. Et bien sûr, sans oublier, il aura ces 3 coquillages. Évidemment. Du coup, il va être temps de commencer à migrer. Alors, comment il va pouvoir commencer à migrer son projet un petit peu ancien? Déjà, on peut lui conseiller d'utiliser le BAB. Alors, le BAB, en fait, c'est l'opposé de Babel. Même si vous regardez bien, le mot, le BAB, c'est l'anagramme de Babel. En fait, Babel, pour ceux qui connaissent, c'est on prend du code, on tape en code moderne, il transforme en vieux code, il transpile son code en code ancien compatible avec les vieux navigateurs. C'est ça, à la base, le besoin de Babel. Et eux se sont dit, et si on faisait l'inverse? C'est-à-dire que moi, j'ai un vieux code que je veux migrer sur du code moderne, parce que moi, mon Node.js supporte ce code moderne. Et du coup, Babel arrive à la rescousse. Et pour faire ça, il utilise un AST pour Abstract Syntax Tree, qui en fait va prendre le code, va le déstructurer en nœuds. Du coup, il va travailler avec les nœuds pour le recomposer autrement, et derrière, il va régénérer du code, mais en version différente. Et donc, Babel fonctionne de la même façon. Et TypeScript et tout ce genre d'outils de langage. Un petit exemple, je pourrais montrer que du code, mais ça ne va pas forcément être intéressant, de transformation. D'un côté, on a le vieux et on a l'ancien. Le temps passe vite, donc je vais défiler un petit peu plus vite. Pour l'utiliser, vous avez 2 moyens. Soit vous faites via l'extension de VS Code, soit vous pouvez le faire en ligne de commande. Moi, je vous conseille plutôt en ligne de commande.
Donc vous installez en global le BAB, c'est plus pratique. Après, vous lancez la commande replace, vous dites les fichiers que vous voulez modifier. Idéalement, là, j'ai mis tous mes sources en JS. Et derrière, on met -transform, et là, on peut mettre qu'une option. Donc à la fois, on va pouvoir transformer option par option. Par exemple, je vais dire la première option qu'on a ici en dessous, qui est en mode save, c'est arrow. Je vais transformer toutes mes fonctions en arrow function. Et après, je vais tester si mon site fonctionne. Il fonctionne. Ensuite, par exemple, je vais prendre une autre fonction. Je vais transformer, par exemple, object shortened, qui modifie les objets. Je fais ma transformation, je teste, ça fonctionne. Et après, si je suis plus motivé, il y a des fonctions de transformation en mode unsafe. Par exemple, transformer des var, comme on faisait avant en JavaScript, en let ou en const. Mais là, ça vous risquez péril de le rendre automatique parce que le moteur va toujours anticiper votre façon de travailler, de coder. Ça peut être risqué. Mais vous pouvez quand même le faire et vous simplifier la vie pour déjà pré-moderniser votre code. On peut faire un truc rapidement quand même. Voilà. Tac. Donc là, ici, qu'est-ce que j'ai fait sur celui-là, le BEP, -t template. Ah oui, sur celui-là, en fait, ce que j'ai fait, je ne sais pas si on voit bien, un peu petit peut-être. En gros, j'ai pris un fichier qui était Prettier, enfin il s'appelle Prettier, et dedans il n'y avait pas il n'y avait pas de templating, et du coup là j'ai mis une concaténation de type arrow, alors qu'avant dans l'ancienne version c'était par accolade plus, par côte et plus. C'est pas très sexy à montrer, mais je vous promets que ça marche très bien. Ensuite, une fois qu'on veut commencer à coder, en général, on veut faire un code de qualité. Donc pour ça, il y a des outils, notamment des linters, comme ESLint, qui est, je pense, le majoritaire sur le marché, et un petit concurrent, partenaire, comme on veut, qui s'appelle Prettier, qui, lui, va s'occuper de formater votre code à votre place. Et alors pour l'utiliser, il travaillera de pair avec Prettier. Enfin, Prettier et ESLint vont travailler de pair, parce que des fois, ils ont des règles qui sont concurrentes. Donc l'idéal, c'est d'utiliser notamment, par exemple ici, Prettier ESLint, qui va s'occuper pour vous simplement d'abord transformer avec Prettier votre code, il va le formater d'une certaine façon, et après ESLint va passer, et lui il va checker des éléments, par exemple, est-ce que j'ai encore des consoles qui traînent dans mon code? Est-ce que ma fonction retourne bien quelque chose? Est-ce que j'ai bien le point virgule à la fin de mon fichier? Donc il s'occupera de tout ça, quoi. Après, donc du coup, pour ça, il y a des fichiers de configuration, ça se base sur les fichiers ESLint, il y a des dépendances à installer. Peut-être faire un petit démo de vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai un petit souci de réseau, donc du coup je vais utiliser npx pour ça. Donc l'idée c'est que là je vais lancer Prettier sur un fichier Prettier in. Et là on va vous montrer le code, comment il sera formaté en sortie. Là je vous montre en ligne de commande, mais l'idéal c'est de le faire dans votre IDE, configurer votre IDE pour que dès que vous faites sauvegarder, ça fasse la transformation, ou par exemple au moment où vous faites votre commit, qu'automatiquement ça transforme. Donc là, je vois qu'il a en fait pris. Ça, c'est la sortie que Prettier m'a fait. Alors que si. C'est pas facile à comparer avec. Source. SRC. Ça marchera mieux. Prettier in. Donc ça, c'était mon fichier avant. Et une fois qu'il passe dans Prettier, il est formaté d'une autre façon. Après, ça plaît, ça vous plaît pas. C'est pas vraiment le problème. Mais en tout cas, John, lui, ça ne lui plaît pas trop. Il dit non, attendez, on ne peut plus formater comme on veut. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce futur de merde? Et bien en fait, oui et non. Le but de Prettier, ils veulent une grosse raison pour que vous l'utilisez. Ils veulent que vous arrêtez de débattre sur est-ce que je mets des doubles côtes, est-ce que je mets des simples côtes, est-ce que je mets un espace là, est-ce que je mets un retour à la ligne avant ou après la collade. Ils ont choisi pour vous. C'est des gens notamment de Facebook qui avaient poussé ça. Ils ont regardé un ensemble de gros projets avant de décider comment ils allaient faire. Mais comme il y a eu une grogne générale, ils ont quand même mis quelques options, notamment par exemple pour choisir entre espace ou tab, malheureusement. Et pour JavaScript, est-ce qu'on met un point virgule ou pas? Il y a des règles aussi pour JSX. Donc au début, vous voulez vraiment rester opinionated, comme ils disent, c'est-à-dire très fermé, qu'on n'ait pas vraiment le choix. Et finalement, il y a eu trop de grogne, ils ont dû s'ouvrir un petit peu, quoi. Mais à l'usage, c'est vraiment très pratique. Dès que vous codez, vous aurez votre code qui sera automatiquement transformé. Après, John, lui, à l'époque, quand il faisait du Node.js, il avait souvent l'habitude de faire du code comme ça. Les callback L.
pour ceux qui connaissent, ceux qui ont déjà fait du Node.js, on a tous fait ça pour commencer. On fait une fonction qui a besoin d'une callback, alors on fait une autre fonction, par exemple je lis un fichier, puis après dedans je vais lire ce qui n'est pas nul, puis après dedans je vais essayer de lire est-ce que c'est une image, puis la charger, puis ça fait un sapin de Noël comme ça, un petit peu. Donc c'est pas terrible. Et souvent après ce qu'on conseille plutôt de faire, c'est des promesses. Le problème c'est que des fois il y a des librairies qui sont pas nativement, qui ne sont pas des promesses en mode natif. Du coup, dans Node 8, ils ont sorti une petite fonctionnalité qui s'appelle Promisify, qui va vous permettre de convertir du coup une promesse, enfin une callback en promesse. Je ne sais pas si vous voyez bien là, mais autrement, il y a peut-être la version en code. Promisify, voilà. Donc ici, ce que je fais pour l'utiliser, il y a une fonction, donc on importe require utile. Dedans, il y a une fonction qui s'appelle Promisify. Ici, j'ai une première façon de faire avec des callbacks, où je fais un read file, où je vais lire le fichier hello texte. Et en dessous, je vais créer une nouvelle fonction qui s'appelle read file async, qui est en fait la promisify de fsread, qui est standard. Et après, derrière, j'appelle comme une promesse standard, où je fais un zen, je peux catcher les erreurs, etc. quoi. Hop. Et pour prouver que je ne dis pas de la merde non plus, hop, promisify... C'est pas facile de live-coder là-dessus, enfin de live-coder, de taper sur un clavier là-dessus. Non, c'est pas ça. Hop, attendez, je retrouve ma commande. Merde. Voilà, allez, hop. Donc là, je vais exécuter... Ah, putain. Putain. Alors dans le film, normalement, dès qu'on dit un gros mot, on a une amende. Voilà, tout ça pour un Hello World. Donc les deux... Vous pouvez applaudir, bravo, merci. Donc... le plus pourri du Hello World. Donc là, il y a la première donc, en callback, et la deuxième en promesse, évidemment. Donc là, ça peut être pratique, mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que maintenant, en ES 2017, on peut faire de ce qu'on appelle de la programmation asynchrone avec async await. L'avantage, c'est que parmi ici, on a un exemple où on fait des promesses. Donc là, vous avez un premier appel qui va faire un get user. Ensuite, on va afficher les users. Ensuite, je vais prendre les groupes et les favoris et j'affiche tout ça les uns derrière les autres. Donc là, c'est cool, on n'a plus le sapin de Noël, mais maintenant, on a une grande ligne droite comme ça qui n'est pas toujours facile à lire. Et donc, du coup, on va utiliser cette notation, donc async await. Alors, donc, elle paraît beaucoup plus lisible comme ça, parce qu'en fait, on a changé un peu notre façon de coder. Devant chaque fonction, parmi ici, on a un get user. Devant, je mets un await pour dire à l'outil, c'est une fonction de type promesse qui sera asynchrone, attend la réponse avant de continuer. Et donc, du coup, il passe à la suivante, une fois qu'il a eu la réponse du premier, et ainsi de suite. Et pour que de l'extérieur, le getInfo soit bien compris et qu'on puisse le traiter comme une promesse, on va ajouter un async devant la méthode. L'autre avantage de async await, c'est qu'aussi on peut comme ça gérer les erreurs de façon peut-être plus propre, on va dire. Ici, dans mon try, j'ai une fonction qui est synchrone. En dessous, j'ai une fonction qui est asynchrone. Et ici, j'ai une fonction dans une map qui peut être asynchrone. Et derrière, j'aurai un catch principal. Ça paraît peut-être pas grand-chose pour ceux qui font d'autres langages, mais avant, c'était pas forcément évident de mixer comme ça des callbacks, des promesses, alors que là, on peut vraiment tout unifier son code de façon propre et avoir un catch global pour l'ensemble. Et il y a un autre truc qui va sortir là avec Node 10, c'est le prototype Finally. Et on pourra enfin faire try-catch Finally en JavaScript en natif, parce qu'avant, il fallait utiliser une librairie type $Q pour faire ce genre de choses. Un petit souci qu'on peut avoir quand on fait de l'asynchronisme, il faut faire attention, c'est l'exemple du haut, c'est qu'on fait une boucle. Si vous lancez une boucle et que dedans vous avez un await, vous allez lancer une itération, la fonction va s'arrêter, attendre la réponse. Une fois qu'il aura sa réponse, il va lancer la seconde boucle. Il va attendre la nouvelle réponse, il va lancer. Donc là, du coup, on redevient synchrone, donc c'est pas bon. Donc la petite technique pour résoudre ce cas-là, il faut utiliser la fonction promiseAll, qui va en fait, dans laquelle vous allez en fait mettre une map de toutes vos fonctions asynchrones. Et après, vous allez le jouer d'un coup. Et normalement... Oh, c'est pas possible ça. Je crois que j'ai cassé mes démos juste avant de venir, évidemment. Putain. Bon,
J'ai un petit souci depuis tout à l'heure sur mes démos, je suis désolé. Mais je vous promets que ça marche bien. Vous voyez aussi, avant, quand on faisait du JavaScript, on utilisait require. Maintenant, il y a un nouveau standard sur tout ce qui est import externe, c'est les ES modules. Et on peut maintenant, à partir de Node 9, nativement faire import from, alors qu'avant, il fallait faire const require. Derrière, il y a des avantages, notamment en termes de chargement dynamique des modules. Je ne vais pas le détailler ici. Par contre, en Node 8, on est coincé, on ne peut pas, il faut mettre le flag experimental. Mais le truc vraiment embêtant, c'est que les fichiers doivent tous être renommés en .mjs, comme module JS. Donc, ce n'est pas vraiment pratique. Alors qu'en fait, il y a une librairie qui s'appelle ESM, qui va vous proposer un support des fichiers des .js en natif pour ça. Donc, elle marche vraiment bien, et je vous conseille, elle est ready production. Ils ont fait une petite news il y a 2 jours, comme quoi ils vont encore simplifier les choses pour l'utiliser. Donc je vous invite à lire l'article plus tard. Un autre truc quand on fait du JavaScript, souvent on ne pense pas forcément à l'optimisation des builds, enfin de chargement des modules. Par exemple, ici on a un exemple avec Lodash. Lodash, quand on l'importe de base, et on va utiliser qu'une fonction ou deux. Par exemple, là ici c'est unique ID. Et du coup la librairie fera 70 kg, ce qui est un peu lourd. Alors qu'on pourrait très bien prendre juste Lodash/unique ID, qui est proposé. En fait, ils ont découpé leur librairie pour que les gens puissent splitter plus facilement leur code. Il y a des gens qui font ça avec du tree checking, qui sont des outils automatiques, mais des fois, on peut aussi aider la machine avec ce genre d'outils. Il y a un petit plugin sympa de VS Code qui s'appelle Import Cost, qui va notamment vous montrer comme ça en live, quand vous codez, le poids de vos pages et vous aider à prendre la bonne décision. Parce que JavaScript, on a souvent tendance à installer beaucoup de librairies, sans trop faire attention à quel poids elle fait. Voilà, c'est un peu la maladie du npm install, quoi. Et un petit rappel toujours, vu qu'on installe beaucoup de librairies, pensez à faire des npm ou dated sur votre projet en local, voir si vous n'avez rien de périmé. Et encore mieux, si vous avez des globales, un petit npm ou dated-g. Ça fait pas de mal. L'autre jour, j'ai un collègue qu'on s'est rendu compte qu'il était en npm 3, alors qu'on est au npm 5, le 6 qui devrait sortir bientôt. Donc pensez à mettre à jour, même en termes de sécu, de performance, de fonctionnalité. Parce qu'en effet, on a npm 5 qui est sorti l'année dernière. Ils ont promis en gros que c'était quasiment 5 fois plus rapide que la version précédente. Donc maintenant, avant, on lançait un npm install, on allait prendre un café et on revenait. Alors que maintenant, vous n'avez pas le temps de vous lever de votre chaise quasiment que l'installation est faite. Et ils ont mis pas mal de nouveautés dans cette version 5. Ils ont mis une meilleure gestion de cache, on sauvegarde par défaut, il y a un mode offline, il y a des fichiers de lock qui sont apparus. Une petite utilitaire qui s'appelle npx qui sert à lancer des binaires sans qu'on ait besoin de les installer. Avant, il fallait faire npm install d'une librairie pour l'utiliser. Là, vous faites npx, par exemple ESLint. Automatiquement, il va charger ESLint, il va l'exécuter, jouer la fonction, et quand il a fini, il va la dégager. Donc, du coup, vous pouvez tester les librairies comme ça facilement. Et une autre fonction qu'ils ont ajoutée, c'est npmci, qui est le npm install pour la continuous integration. Et lui, en fait, il est optimisé pour avoir des meilleurs temps d'installation. Dès que vous allez spawner une machine, que vous allez installer, faire npm install, vous n'aurez pas de cache, votre machine elle est vide, et vous n'aurez pas forcément non plus de notre fichier, notre module, parce que vous ne committez pas. Vous n'aurez que le fichier log file. Et dans ce benchmark, qui est un petit peu périmé quand même, mais on voit quand même le résultat qui est là, ils ont eu des gros gains grâce à cette commande. Et donc si vous déployez sur Jenkins ou autre chose, n'hésitez pas à utiliser npmci. Et pareil, si vous travaillez, j'espère que tout le monde utilise des git hook, un truc très pratique pour quand, par exemple, dès que vous faites un commit, vous allez lancer une fonction. Par exemple, dès que je fais un commit, on va lancer un linter, vérifier que le code il est bon. Ou un truc plus sympa, on peut faire un commit, un pré-commit sur les push. Par exemple, dès que vous allez faire un git push, on va lancer ici NSP, qui est une lib de sécurité, qui va analyser vos paquets et vérifier que vos paquets sont bien, n'ont pas de faille de sécurité connue. Donc finalement, John il est content. Il dit que finalement le futur c'est pas si mal. Mais derrière, après, il me reste combien de temps? 1 minute. Mais derrière, le futur, il n'est pas encore. D'accord. Ok. Mais il n'y aura pas de questions. Les autres, ils ont tout compris. Mais le futur, c'est encore après, c'est 2018-2019. Et pour ça, donc on dit le TC39, il fonctionne sur un système de planning qui a plusieurs étapes, avec notamment les candidates et finish à la fin. 2018, la version de ES 2018 arrive au mois de juin. On aura pas mal de choses, notamment un fixe là, pour les boucles asynchrone dont on parlait tout à l'heure. On aura un for wait off intégré, donc ce sera encore plus simple. Des améliorations comme le finally, des regex encore améliorés.
Pour 2019, ils sont en stage 3, donc c'est-à-dire release candidate sur des features. Ils ont plein d'idées. Vous pouvez vous aussi faire vos propositions. C'est sur GitHub, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas, c'est assez touchy quand même, faut s'accrocher. Donc c'est bon. A priori, John, il est compétent, il a les bons outils, il va pouvoir rejoindre son équipe et travailler comme il faut en 2018. Ah mince, j'ai oublié de parler d'un truc. Ah merde. Bon, c'est les 3 coquillages. Ah, mince, je suis embêté. Alors du coup, en même temps, tout le monde sait. Vous savez tous comment marchent les 3 coquillages. De toute façon, je vais peut-être pas trop le préciser finalement. Mais puis de toute façon, pour ceux qui ont vu le film, vous avez la réponse. Tout est dans le film. Hein, je crois que c'est bon. D'ailleurs, le premier qui me dit 3 coquillages gagne le film. 3 coquillages. Merci beaucoup. Voilà. Merci.